Je demande de venir à la table à M. Philippe de Scoutet et aussi à M. Jean-Francesc Pont-Clemente qui vont continuer ce débat qui s'est tout juste initié. Merci. Je présente, ce serait inutile parce que vous le connaissez très bien, mais bon, il me pardonnera cette présentation un peu à la hâte d'un docteur en droit et d'un diplomate qui est un de ces magnifiques diplomates avec lesquels la Belgique a démontré qu'on peut présider l'Union européenne sans avoir un gouvernement et qu'ils sont parfaitement capables de nous diriger à nous, les Européens, avec leur savoir-faire et leur capacité. Philippe de Scoutet, qui a passé par tous les postes diplomatiques possibles, et je tiens à rappeler le magnifique travail qu'il a fait en Espagne à une époque très difficile et qui au moins lui a rapporté une parfaite connaissance de l'espagnol, s'est retiré comme représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne, après avoir été représentant personnel du ministre des Affaires étrangères dans les négociations des traités de Maastricht et d'Amsterdam. Il est professeur invité à l'Université catholique de Louvain et au Collège d'Europe Anatoline. Il anime le Board of Directors de Egmont Royal Institute for International Relations, dont il est directeur du programme d'études européennes, membre du conseil d'administration de Notre Europe, Institut Jacques Delors, et membre de l'Académie royale de Belgique, qui a eu déjà des relations avec l'Académie royale des sciences d'Espagne. Auteur d'un grand nombre de publications qui toujours font avancer cette Europe, je peux dire, de ses amours, de nos amours. Philippe, un grand merci pour avoir tenu à être avec nous aujourd'hui et à nous illustrer dans ce moment plein d'incertitude avec ta parole toujours sensée et toujours précise. Merci. Messieurs les présidents, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être aujourd'hui à la Fondation Jean Monnet, où j'étais déjà venu, très heureux aussi de retrouver la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler dans le passé, comme le président vient de le rappeler. On m'a demandé de vous parler des institutions de l'Union européenne suite à la crise. Et l'essentiel du message que je voudrais communiquer, c'est qu'effectivement, dans la réalité, entre 2007 et 2013, l'appareil institutionnel de l'Union européenne a montré une très grande flexibilité. On dit d'habitude que l'appareil institutionnel de l'Union, que sa structure est immuable, inflexible, lourde. En réalité, je voudrais indiquer qu'il y a eu partie à cause de l'approbation du traité de Lisbonne qui est entré en vigueur en décembre 2009 et en partie à cause de la désignation d'un président du Conseil européen, il y a eu une modification substantielle de la structure institutionnelle de l'Union. Et dans un deuxième stade, je voudrais montrer à quel point ces modifications dans la structure ont influencé
les trois débats fondamentaux de l'Union, que sont le débat sur la méthode décisionnelle, le débat sur la légitimité et le débat sur la flexibilité ou sur la différenciation. Parlons d'abord du changement institutionnel. Le changement le plus évident concerne le Conseil européen. Quand la crise s'étend à l'Europe en 2008, la présidence de l'Union est exercée par la France, et vous vous souvenez peut-être de l'activisme du président Sarkozy que l'on voyait partout, au G8, au G20, en convoquant des conseils européens multiples. Il a su donner l'impression qu'il y avait un pilote dans l'avion et que la cabine du pilote, c'était le Conseil européen. Par le traité de Lisbonne, le Conseil européen est devenu formellement une institution de l'Union et il s'est doté d'un président permanent, semi-permanent, en la personne de Herman Van Rompuy. Et la première décision de celui-ci a été de convoquer un Conseil européen qui n'était pas prévu, et il voulait par là marquer son autorité sur cette institution. Et ce Conseil européen s'est réuni depuis lors un nombre considérable de fois dans des réunions urgentes et parfois nocturnes pour traiter de la crise économique et financière qui accablait l'Union. Ce que je crois que le point qu'il faut retenir, c'est que cette crise et la gestion de cette crise a considérablement accru les pouvoirs du Conseil européen au-delà de la lettre du traité. C'est en réalité surtout là que se gère la crise et que s'exerce l'autorité. Ce n'est pas ce que disait le traité. Si on parle de la Commission, et généralement on admet que la Commission a perdu une partie de son pouvoir, en particulier l'initiative politique. Aujourd'hui, les projets nouveaux sont lancés non pas comme il y a quelques décennies par la Commission, ils sont lancés aujourd'hui, souvent dans l'urgence, par les chefs de gouvernement au Conseil européen. C'est une tendance ancienne, mais elle s'est accentuée à cause de la crise. Et ce qui est remarquable, qu'à côté de cette diminution relative du pouvoir d'initiative de la Commission, elle a acquis par contre des pouvoirs très considérables de mise en œuvre et d'exécution dans le cadre des dispositions nouvelles pour la gouvernance économique et financière de la zone euro. Par exemple, par le pacte budgétaire, les États membres de l'euro se sont engagés juridiquement à appliquer des règles budgétaires convenues et d'accepter les recommandations que la Commission pourrait faire en cas de déficit excessif. Ces recommandations sont contraignantes et elles doivent être soumises préalables au Conseil, mais elles ne peuvent être renversées que si une majorité qualifiée se constitue contre elles. Pour ceux qui connaissent le fonctionnement d'appareils institutionnels, le fait qu'une recommandation soit approuvée, sauf s'il y a une majorité contraire, donne à celui qui fait la proposition un pouvoir immense. Donc les pouvoirs de la Commission sont considérablement accrus. Le président Barrot disait à Florence il y a environ un an que la Commission n'avait jamais dans le passé exercé autant de pouvoirs. Et il soulignait, ou plus exactement indiquait, que ces pouvoirs étaient en réalité de nature exécutive. Il ne s'agit pas, comme par le passé, essentiellement de définir des normes ou de proposer des directives, mais c'est d'intervenir avec autorité sur un point particulier de dérive budgétaire ou de déséquilibre macroéconomique. Un mot maintenant du Parlement européen, je parle en présence d'un ancien président de cette institution. Depuis l'origine
et par chacun des traités qui ont modifié la structure de l'Union européenne, le Parlement européen a acquis plus de pouvoir. Par le traité de Lisbonne, c'est la généralisation de la codécision en matière législative et le dernier mot sur la procédure budgétaire de revendication ancienne du Parlement européen. Et la pression de la crise a joué dans le même sens. Le Parlement européen a été amené à approuver une série de propositions proposées par le Conseil européen et souvent dans l'urgence, et l'expérience montre que certaines de ces dispositions réglementaires, les compromis qui finalement ont permis l'adoption de ces dispositions réglementaires, comme par exemple ce qu'on appelle le six-pack qui concerne la coordination des politiques économiques, les compromis ont été trouvés au Parlement européen. Il est devenu un rouage essentiel du processus décisionnel. Un mot de la Banque européenne, qui était une institution dont on parlait moins et qui est devenue tout à fait à l'avant-plan de l'actualité institutionnelle juridique de l'Union. Elle est intervenue massivement en 2008 pour créer des liquidités dans un système qui était en train de se bloquer. Et en 2012, elle a stabilisé le marché des dettes souveraines en prenant l'engagement qu'elle serait disposée à intervenir autant que nécessaire. Le résultat est que le gouverneur de la Banque centrale européenne est un membre invité quasi permanent du Conseil européen dès lors qu'il parle de questions économiques et monétaires. C'est un résultat imprévu de la crise de l'euro et qui n'est indiqué nulle part dans les traités. Donc, cette analyse des changements profonds qui se sont produits dans la structure institutionnelle de l'Union montre que le Conseil européen est que plus que jamais au centre de la scène et prend beaucoup de place, que la Commission a perdu une partie de son initiative politique, mais gagné par ailleurs des pouvoirs très considérables en matière d'exécution, que le Parlement affirme avec succès son poids et sa présence, et que la Banque centrale est sortie de l'obscurité des coulisses. La flexibilité que je signalais au départ me semble donc incontestable. Quelles sont les conséquences pour nos débats? Le débat sur la méthode est aussi vieux que la construction européenne. Elle existe déjà dans les propositions, en tout cas dans les idées de Jean Monnet. Chacun reconnaît l'immense mérite de la méthode dite communautaire qui associe la Commission, le Conseil et le Parlement dans un processus décisionnel. Aujourd'hui, il y a une certaine inquiétude, notamment au Parlement européen, sur un recul de la méthode communautaire et la crainte que le processus accentue l'intergouvernemental. Je crois que ces causes sont un peu excessives et surtout qu'elles cachent un autre changement. Je crois que la méthode communautaire a rendu d'immenses services et qu'elle est, il faut s'en souvenir, essentiellement une méthode normative. La méthode communautaire sert à formuler des normes par des directives. Elle est un caractère essentiellement normatif, essentiellement législatif. Ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de se mettre en place sous la pression de la crise, ce n'est pas un pouvoir normatif, mais c'est un pouvoir exécutif confié aux institutions de l'Union et notamment, principalement, à la Commission. C'est un point dont on parle moins, mais l'Union, en réalité, exerce aujourd'hui un pouvoir, par exemple en Grèce, elle exerce en réalité le gouvernement économique et financier de la Grèce. Elle partage ça d'ailleurs avec le Fonds monétaire. La Commission peut aujourd'hui sanctionner les dépassements budgétaires d'un État membre. Demain, la Banque centrale pourra supprimer la licence d'une banque, c'est-à-dire la fermer. Toutes ces décisions
sont des décisions communautaires, elles sont prises par des institutions communautaires, mais elles ne relèvent pas de la méthode communautaire que nous connaissons depuis l'origine de l'Union européenne. Donc, ce qui me semble, ce que nous avons devant nous, ce n'est pas le passage du communautaire à l'intergouvernemental, c'est le passage de la gouvernance au gouvernement, dans le sens que la Commission donne à la gouvernance, c'est-à-dire la gestion, je dois retrouver la formule exacte, enfin, la gestion de l'ensemble des processus qui conduisent à la décision. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des actes de gouvernement qui sont placés entre les mains des institutions de l'Union, d'une manière certainement incomplète et sous la pression des marchés. Des éléments de gouvernement économique de l'Union, évidemment incomplets, se sont mis en place dans la zone euro. À mes yeux, c'est une mutation historique. Je passe à un autre débat, qui est le débat sur la différenciation, qui est presque aussi vieux que le débat sur la méthode communautaire. La différenciation fait partie du patrimoine génétique de l'Union européenne, avant elle de la communauté européenne. Déjà, le traité de Rome prévoyait un article spécifique pour le Benelux. Et il a longtemps été question dans l'Europe, le président Gil Robles vient de l'évoquer, une Europe à deux vitesses, c'est-à-dire une situation dans laquelle les États membres ont un objectif partagé, mais un délai distinct pour y parvenir. C'est ça, une Europe à deux vitesses. Ce que nous voyons aujourd'hui est un peu différent, parce que certains objectifs fondamentaux, comme l'euro, comme la libre circulation des personnes, c'est-à-dire Schengen, ne sont plus partagés par tous. Ces objectifs ne sont plus partagés par chacun des États membres et il s'agit alors, à mon avis, non plus de deux vitesses, mais de deux niveaux d'objectifs. Ce qui se passe sous nos yeux, c'est que l'euro, qui est un élément de différenciation, puisque certains États membres, au départ, n'y participent pas, l'euro est devenu le centre de la construction européenne, le deuxième cœur de l'Union, disait récemment M. Van Rompuy. C'est autour de l'euro que s'échafaude toute une structure budgétaire, une structure de contrôle, de contrainte de politique économique, une union bancaire. Tout cela est inachevé, tout cela est extrêmement difficile, mais le fait est qu'on y a apporté au cours des dernières années un certain nombre de pierres et que la direction semble tout à fait évidente. L'Europe évolue par conséquent non seulement en deux vitesses, mais en deux niveaux. Cette perspective a un impact différent sur les institutions. Pour le Conseil européen et pour le Conseil des ministres, l'impact est réduit. Depuis fort longtemps, les ministres des Finances des pays membres de l'euro se réunissent dans ce qu'on appelle l'Eurogroupe, lequel a d'ailleurs créé un certain nombre de groupes de travail. Plus récemment, les chefs de gouvernement de la zone euro ont convenu de se réunir et cette institution fonctionne donc à deux niveaux, sans que cela ne crée trop de problèmes, même si on ressent quelques appréhensions parmi les pays qui ne sont pas participants de l'euro. Pour la Commission, la situation est assez différente. C'est un organe collégial chargé de définir l'intérêt commun et, selon le traité, elle peut décider à la majorité. Ses membres prêtent serment de recevoir aucune instruction et d'agir en toute impartialité. Elle ne s'identifie pas aux États membres et elle devrait donc pouvoir opérer aussi dans une Europe différenciée. Cette situation qui est celle de principe, qui est celle du traité, je dois quand même dire que la réalité politique est un peu différente.
D'abord parce que l'institution est devenue pléthorique, trop nombreuse, et que dans la pléthore, la collégialité se perd. Difficile de faire fonctionner un collège de 27 personnes. Elle ne vote plus, sans doute parce que sa composition est jugée trop inégale, trop accentuant trop le poids des pays dans le nombre. Elle devrait voter à la majorité simple. Ça pourrait donner des résultats étranges. Le résultat, c'est qu'elle n'a plus voté depuis 8 ans. Et l'insistance que chaque pays a mis à avoir son commissaire a compromis dans l'opinion l'impartialité et la neutralité de l'institution. Si on met l'accent sur le fait que chaque pays veut avoir un commissaire, on tend à faire croire que chaque commissaire représente l'intérêt d'un pays. C'est dans une structure à plusieurs vitesses, la légitimité d'un organe ainsi composé est une question qui peut se poser et je pense qu'un jour, il faudra aborder avec plus de sérieux la composition et notamment le nombre de la Commission. Pour le Parlement, en principe également, il n'y a pas de problème. En pratique, peut-être bien qu'il y en aurait un. C'est un peu une situation similaire à celle de la Commission. Il paraît clair qu'un jour, le Parlement aura à délibérer, probablement à voter sur des décisions qui ne concernent que la zone euro. Le Parlement européen lui-même a toujours maintenu qu'il avait sa pleine légitimité comme institution parlementaire de l'Union pour couvrir l'ensemble de la gouvernance de l'Union économique et monétaire et que par conséquent, le fait qu'une partie des États membres ne soit pas dans l'euro n'affectait pas le pouvoir du Parlement. La Commission, d'ailleurs, souligne aussi que le Parlement est l'Assemblée de l'Union, donc aussi l'Assemblée de l'euro. On peut se poser cependant si la question ne deviendra pas politiquement aiguë le jour où le Parlement prendra des votes où le résultat du vote dépend de représentants de pays qui ne sont pas dans la zone euro. C'est une question qui n'est pas pressante, mais on ne peut pas dire qu'elle ne se pose pas. Le jour où une décision concernant l'euro dépendra du vote positif ou négatif des députés britanniques, un problème politique se posera. On peut donc conclure que les institutions, comme les États, s'efforcent de pallier cette situation de différenciation, cette situation de deux vitesses et même de deux niveaux. Elles s'adaptent à cette situation nouvelle et on hésite dans certains cas à prendre des décisions, notamment parce que certains paramètres nous échappent. On ne sait pas aujourd'hui quelle sera l'extension ultime de la zone euro, mais je pense que l'observateur attentif sait que tôt ou tard, ces problèmes difficiles devront être abordés. La différenciation est un vrai défi pour les institutions. Je viens au débat sur la légitimité. La question de la légitimité du processus décisionnel au sein de l'Union est peut-être le débat le plus fondamental, le plus difficile. La mise en place d'une union économique entraîne, on le voit tous les jours, en matière budgétaire, en matière politique économique et en matière bancaire, un transfert significatif de compétences à l'Union. Or, il s'agit là de questions qui sont au cœur du débat politique national et il s'agit en l'occurrence de permettre aux institutions européennes d'intervenir d'une manière qui est parfois intrusive dans ce débat politique interne. À ce moment-là, la légitimité d'intervention des institutions européennes dans cette intervention intrusive dans les politiques nationales se pose. La réponse traditionnelle à cette question, elle donnée par le Conseil européen, la Commission, le Parlement lui-même, est que la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes
s'exerce au niveau auquel les décisions sont prises et mises en œuvre. Cette formule, qui a été utilisée par toutes les institutions et de manière répétée, est incontestable. Mais elle n'est pas tout à fait suffisante, parce que, nous venons de le voir, dans ce domaine, ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de décisions sont prises à un niveau, c'est-à-dire l'Union, et qu'elles sont mises en œuvre à un autre, c'est-à-dire celles des États membres. C'est sans doute pour cette raison que le Conseil européen demande de manière assez vague de chercher de nouvelles mesures. Il me semble que dans la situation nouvelle qui s'est créée, nous avons besoin d'une double légitimité, c'est-à-dire qu'à côté de la légitimité incontestable de l'appareil institutionnel européen, et je rappelle que le Parlement européen est la seule institution internationale qui ait jamais été directement élue par la population, donc la légitimité démocratique institutionnelle de l'Union n'est pas contestable. Je pense qu'il faudra, à côté de cette légitimité de l'appareil institutionnel européen dans les décisions européennes, il faudra trouver un moyen d'incorporer aussi une dimension de légitimité démocratique nationale, c'est-à-dire un certain rôle des parlements européens. Je voudrais, en conclusion, signaler aussi une suggestion qu'a faite le président Van Rompuy à ce sujet. Il propose que la définition et la mise en œuvre des réformes structurelles que les pays de la zone euro vont devoir entreprendre fassent l'objet d'arrangements contractuels, contractual arrangements, entre les institutions européennes et chacun des États membres concernés. Ceci, à mon avis, permettrait d'adapter les dispositions à la situation de chaque pays, ce qui est un avantage. Il me semble que dans le passé, on a essayé d'appliquer des règles uniformes à tous les pays et on a découvert que l'application de règles allemandes en Grèce ne fonctionnait pas comme on le souhaitait. Je pense donc que c'est un avantage que l'on cherche des dispositions qui s'adaptent à la situation de chaque pays, qu'elles s'adaptent aussi à une Europe à plusieurs niveaux, puisque les arrangements peuvent être différents selon les situations, et ils ont l'avantage de donner un élément de double légitimité, puisque ces arrangements contractuels devraient sans doute être approuvés par le Parlement européen, puisqu'ils impliqueraient une charge financière, et qu'ils engageraient financièrement aussi les États membres, ce qui implique que les États membres, le Parlement des États membres concernés doivent le ratifier aussi. Je pense que c'est une idée qui n'est pas encore élaborée, mais qui est parmi celles qui sont prometteuses. Je conclus en vous disant que la structure institutionnelle de l'Union me paraît beaucoup plus flexible qu'on ne le dit, qu'elle a connu des changements très considérables depuis 2007, qu'elle s'adapte graduellement à une Europe à plusieurs niveaux, qu'elle passe de l'exercice d'un pouvoir principalement normatif à un pouvoir largement exécutif, c'est-à-dire de la gouvernance au gouvernement, qu'il est important de prendre conscience de cette flexibilité dans un moment où, dans tous nos pays, l'opinion publique voit l'Europe comme rigoureuse et immuable. Elle est rigoureuse, je ne crois pas qu'elle soit immuable. Le fonctionnement effectif des institutions se modifie sous nos yeux et l'Union européenne de 2013 n'est pas celle de 2007. Celle de demain ne sera d'ailleurs probablement pas non plus identique à celle d'aujourd'hui. C'était le message que je voulais essayer de vous communiquer aujourd'hui. Merci. Merci Philippe de votre très complet exposé et des belles idées que vous avez lancées.